Bienvenue dans Et si on en jouait, le podcast qui t'invite à faire du plaisir le cœur de ton entreprise. Je suis Doria, alias l'Enjouée, créatrice de solutions ludiques, éditrice et experte en gamification. J'aide les entrepreneurs à ajouter la pincée de fun qui manque à leurs entreprises pour qu'elles soient encore plus savoureuses. Dans ce podcast, découvre comment développer une vision ludique de l'entrepreneuriat et comment créer des expériences engageantes pour tes clients et clientes grâce aux solutions ludiques. Pareil au décollage ? C'est parti! Salut Amélie, bienvenue dans le podcast Et si on en jouait ? Merci d'être avec moi aujourd'hui. Mais salut Doria, ça me fait super plaisir. Merci pour l'invitation. Pour les auditoristes qui ne te connaîtraient pas encore, je vais faire une petite présentation de toi, de ton parcours et de ce dont on va parler ensemble. Et tu pourras me dire après si t'es OK avec cette présentation ou si tu veux rajouter des trucs. Ça marche ? Ça marche. Ok, c'est parti. Amélie Galandris, tu es brand designer et coach en stratégie de marque. Tu fais de ta mission d'aider les entrepreneureuses créatifs et créatives à construire des business kiffants et rentables grâce à une stratégie de marque basée sur leurs réels atouts. Ton parcours éclectique de bibliothécaire en passant par barista au Québec, puis designer UX freelance à ton retour en France, t'a finalement mené à l'accompagnement des autres et à la stratégie de marque. Un de tes super pouvoirs, c'est de libérer le moxie. Pour toi, le moxie, c'est cette petite étincelle qu'on a tous et tout au fond de nous et qu'on a souvent peur de laisser s'exprimer. C'est la part d'audace, de courage, de détermination qui fait qu'on est chacune et chacun unique. C'est d'ailleurs l'invitation que porte ton podcast, intitulé « Libère ton moxie », dans lequel tu dégommes le syndrome de l'imposture un épisode à la fois, en partageant tes conseils, tes expériences, en donnant des gros coups de boost et parfois des petits coups de pied aux fesses de tes auditorices. En plus de ça, tu adores la pizza à l'ananas, tu détestes les pizzas à l'ananas, et tu raffoles des bretzels, des gnocchis et de tous les mets italiens. Peut-être parce que tu as toi-même des origines dans ce beau pays latin ? Aujourd'hui, ce n'est pas de cuisine dont tu viens nous parler, bien que tu sois assez aventurière de ce côté-là aussi, mais de comment on peut faire de la gamification un élément clé de sa stratégie de marque pour se différencier et faire briller son entreprise. T'es prête ? Je suis prête. Alors déjà, pour commencer, est-ce que tu veux bien nous dire ce que sont que la stratégie de marque et le branding ? Qu'est-ce que c'est ? Et peut-être aussi quelles sont les différences entre les deux et à quoi ça sert ? Ouais. Je pense qu'il y a pas mal d'amalgames entre stratégie de marque, branding, stratégie branding, qui viennent de la francisation de ces termes en fait. En anglais, brand strategy ou branding strategy, c'est la même chose. En français, on a tendance à utiliser branding comme quelque chose de très global. Et pour moi, la façon dont je l'explique et le vis, c'est simplement le branding, ça englobe tout, toutes les actions, toutes les stratégies qui vont faire que on met en avant une marque ou un produit. Donc ça englobe la stratégie, ça englobe le design, ça englobe vraiment tout. Et à l'inverse, la stratégie de marque, ça va vraiment être les fondations qu'on pose pour vraiment construire les piliers qui vont permettre au design après de se créer, de traduire cette stratégie pour la mettre en pratique en fait, pour y contribuer. Mais en gros, la stratégie de marque, c'est vraiment tout ce qui est les valeurs, les missions, les objectifs, l'audience cible, le parcours client, la fidélisation, le parcours d'achat, vraiment toute la structure d'une marque. Et après, du coup, le design vient apporter une touche, vient traduire tout ça visuellement et se sert de la stratégie. Mais donc du coup, c'est vraiment, il y a souvent un amalgame entre les deux. Une identité visuelle seule n'est pas de la stratégie, par exemple. Donc une identité visuelle seule, c'est pas de la stratégie, mais est-ce que c'est du branding du coup ? Est-ce que c'est un élément de branding qu'on peut utiliser pour faire vivre sa stratégie de marque du coup ? Ce serait quelque chose comme ça ? Ouais, c'est ça. Du coup, une identité visuelle, normalement, si elle est extrêmement bien faite, se base sur une stratégie. Et c'est un élément du branding complet d'une marque, dans la façon dont on l'entend en francophonie au moins. Ok, bon, merci pour cette précision déjà. C'est vrai que moi, par exemple, quand j'ai imaginé ma marque et ma stratégie de com, je connaissais pas forcément ces termes de stratégie de marque et la différence avec le branding. Je fais beaucoup de graphisme, donc j'étais déjà familière avec l'identité visuelle, le fait d'avoir une charte graphique, etc. Mais c'est vrai que finalement, il n'y a pas que ça. Et qu'une charte graphique qui est pas basée sur une stratégie, en fait, derrière, c'est moins puissant, peut-être. Clairement. Donc c'est vrai que moi, pour le coup, assez rapidement et de manière assez, spontanée, je suis partie sur quelque chose d'assez ludique parce que c'est ce que je vends, finalement. Ce que je vends, c'est l'idée que le jeu, le fun, le plaisir, ça peut accompagner des actions sérieuses. Et finalement, je me suis pas vraiment posé la question de me dire
je vais faire de la gamification un élément de ma stratégie de marque ou de mon branding, c'est venu très spontanément, parce que pour moi, c'était plus une question de cohérence avec le message finalement que je portais. Et finalement, c'est en discutant avec toi et avec aussi d'autres entrepreneurs et entrepreneuses sur le sujet de la gamification que je me suis aperçue que finalement, ça pouvait vraiment être un élément qui intègre une stratégie de marque au lieu d'être simplement un outil qui se colle en fait par-dessus une stratégie marketing ou qui est juste utilisée de manière ponctuelle ou supplémentaire, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu penses, toi, de faire de la gamification un des piliers d'une stratégie de marque ou de branding? Qu'est-ce que ça pourrait apporter à l'entreprise de l'intégrer dès le début plutôt que d'en faire une couche supplémentaire plus tard? De mon point de vue, c'est vraiment la gamification peut vraiment être un levier en fait de différenciation pour se démarquer sur son marché. Aussi et surtout en fait un moyen juste de créer de l'engagement, de l'interaction, du lien social avec une audience cible, ce qui est la base en fait d'un branding réussi. C'est-à-dire que pour qu'une marque fonctionne, il faut que les personnes aient confiance, qu'elles se sentent qu'on vienne activer un petit peu les cordes sensibles de proximité, d'identification. Et la gamification permet de faire ça, en fait. Je comprends, en fait, enfin, même moi, en fait, j'avais pas conscience qu'on pouvait l'intégrer dès le début, il y a quelques mois, tu vois, avant de te connaître, avant qu'on en parle davantage. Mais pour autant, je pense qu'il y a tout intérêt, en fait, à l'intégrer dès le départ pour construire, en fait, un terreau qui va être propice à ensuite faire rentrer des mécaniques de gamification, des systèmes ludiques, etc., pour engager avec l'audience, nos offres et tout. Je pense que c'est pas facile en fait de s'en rendre compte que c'est possible. Je pense qu'il y a pas mal d'amalgames aussi entre ce qu'on entend entre ludique, gamification, etc. Moi je viens du milieu du design UI UX à la base, avant même le branding. Et pour moi gamification c'était intégré à des sites web, c'était des mécaniques très précises qui relevaient en fait d'une expertise qui n'était pas la mienne. Donc j'avais pas conscience que je pouvais l'intégrer à de la stratégie de marque, etc. Et ouais, je pense que les amalgames qu'on peut entendre, tu vois, qu'est-ce qui est ludique, qu'est-ce qui est gamifié, etc. Je pense que ça floute un petit peu ce que les gens peuvent connaître et peuvent faire par eux-mêmes, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai qu'une des difficultés de mon domaine, en fait, c'est tout ce qui est définition, pédagogie autour de qu'est-ce qui est de la gamification, qu'est-ce qui en est pas. C'est très flou. C'est vrai que ludique, c'est un terme qui est très utilisé en ce moment, qui a fait débat en plus cette année avec le bac. Mais la définition même de ludique, c'est relatif au jeu. Moi, j'entends souvent des gens qui me disent, tiens, j'aimerais bien rendre tel support plus ludique, et du coup, je vais mettre de la couleur et des formes, etc. Et pour moi, le ludique, c'est pas qu'une notion d'esthétisme, en fait. T'as vraiment cette dimension d'interaction, de jeu d'une certaine manière. C'est vrai que faire la distinction entre ludique, gamifié, c'est pas forcément évident, parce que la gamification, finalement, c'est de prendre des éléments de jeu et les transposer dans un contexte qui, à la base, n'en est pas. Donc finalement, quelque chose qui est issu du jeu va venir se transposer dans quelque chose qui n'en est pas et finalement ne plus vraiment être du jeu, mais avoir une mécanique ludique. Donc c'est pas forcément évident, mais c'est vrai que le ludique ne se résume pas à juste des jolies couleurs, des formes, etc. Il y a vraiment une notion d'interaction, de stratégie derrière, de mouvement, d'engagement. Cependant, je vois aussi dans ces réflexes-là que finalement la perception de ce qui est ludique passe aussi énormément par la forme et que finalement on peut dire, par exemple, mon PowerPoint est plus ludique parce qu'il y a des couleurs et des formes. Pour moi, ce sera pas le cas, mais ça veut aussi dire que quand on veut que quelque chose soit ludique, il faut aussi avoir en tête cette forme esthétique, un certain design et un certain branding pour que ça donne l'impression d'être ludique en plus. Je trouve qu'on retrouve encore ce lien branding, gamification, ludique, etc. Du coup, pour moi, le fait d'intégrer du jeu, de la gamification, que ce soit à la fois en termes de mécanique et en termes de branding en fait, et de design et de forme, c'était assez spontané pour moi parce que c'était très cohérent avec ce que je vends, puisque je vends du jeu et je vends du ludique. D'après moi, ça peut aussi être très intéressant de brander et d'orienter sa stratégie de marque avec justement cet élément ludique et de gamification, même pour des entreprises dont l'activité pourrait être très éloignée du jeu ou du divertissement. De quelle manière, toi, tu penses que ça peut être tout aussi pertinent pour ces entreprises-là qui finalement n'ont rien à voir avec le business du jeu, du ludique ou du divertissement? Ouais, c'est hyper intéressant. Enfin, je pense que, en fait, j'aurais envie de dire, justement, c'est d'autant plus pertinent presque quand on est dans des domaines qui sont pas ludiques, pas liés au jeu, parce que ça va permettre parfois de rendre, on peut prendre l'exemple des assurances, des banques, etc., qui rajoutent de la gamification, qui intègrent de la gamification dès le départ, en fait, dans leur mécanisme, dans leur site web, etc., dans leur com. Et ça permet, en fait, de, rendre quelque chose qui est pas très fun, un peu plus fun. Ça permet de créer de l'interaction avec son audience, avec la communauté. Ça peut permettre de contourner certains freins à l'achat en fonction du
positionnement, en fonction du produit. Donc pour moi, c'est pertinent, en fait, quel que soit le domaine dans lequel on est. Quand on a préparé l'épisode de podcast, on est passé à travers plusieurs exemples, et je pense qu'un des meilleurs exemples, ça peut être les sacs Cabaya, Michel et Augustin, d'autant plus pour ce qui est de contourner les freins à l'achat. Je pense qu'on connaît, la plupart des gens vont connaître cette marque de biscuits un petit peu fancy, mais qui a choisi en fait de se démarquer complètement de sa concurrence en utilisant la gamification dans le branding dès le départ pour aller toucher un public beaucoup plus large, pour aller activer des leviers de culture qui vont toucher la corde sensible en fait chez un public un peu plus jeune, etc. Donc on va retrouver les biscuits Michel et Augustin chez Monoprix, à côté de choses un petit peu plus fancy, vers lesquelles certaines personnes n'iraient pas nécessairement, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que Michel et Augustin, du coup, ça fait partie des exemples qu'on a relevés. Fancy, pour les non-anglophones, c'est le côté un petit peu luxueux qui pourrait se cacher derrière cette marque, parce que c'est vrai que vu que c'est du fait en France, c'est du bio, etc., il y a il y a ce prix aussi qui est plus élevé que sur d'autres marques de biscuits. Et effectivement, c'est probablement aussi pour ça qu'ils ont orienté leur branding et leur stratégie de marque vers quelque chose de plus accessible. Et donc, le fait de gamifier finalement et d'ajouter ce côté ludique, ça donne aussi le message de dire « Ok, c'est pas parce que c'est de la qualité et que c'est plus cher que c'est forcément un peu guindé et forcément réservé à une certaine partie de la population ou à une élite, quoi. » Donc c'est vrai que dans les exemples, du coup, on a pensé à Michel et Augustin, on a parlé effectivement de Cabaya, la marque de sac. Personnellement, j'en ai adopté un, donc c'est aussi pour ça que ça m'est venu en tête. Mais c'est vrai que Cabaya, ils font des sacs, pareil, fabrication française, respectueux de l'environnement. Ils ont notamment une démarche aussi qui fait que, et ça fait partie des éléments gamifiés, où si tu prends une photo de ton sac ou de ta chaussette Cabaya à côté d'un animal et que tu la partages sur les réseaux sociaux, dans ces cas-là, eux, ils vont faire un don à la SPA. Et donc, il y a déjà plus de 50 000 € qui ont été versés. Donc, en fait, ça fait déjà plus de 50 000 photos qui ont été partagées sur les réseaux sociaux. Donc, clairement, ils ont un marketing qui fonctionne très bien, et tout leur branding, et ça, tu vas peut-être pouvoir nous en parler un peu plus de leur branding, hyper coloré, le fait de pouvoir personnaliser les sacs et tout. Complètement. Moi, je trouve ça brillant. Ça fait pas longtemps que je connais cette marque, et vraiment, je trouve ça absolument brillant. Tant en fait sur le marketing que sur la stratégie de marque, parce que c'est vraiment, ok, un sac un tout petit peu plus cher. Enfin, faut aussi, en France, on se démarque énormément de Decathlon, de toutes ces enseignes qui vendent finalement des sacs de plus en plus urbains et jolis, etc. Et non plus juste des sacs de randonnée, quoi. Mais à des prix beaucoup moins chers, voire éco-designés aussi. Donc c'est ok, comment on se démarque de tous ces concurrents en allant, là pour le coup avec Cabaya, taper dans tout ce qui est attirer son audience cible avec des liens de proximité, de la création, utiliser les réseaux sociaux, c'est juste brillant. Je pense que ça va parler en fait à une audience cible millennials, génération Z, mais aussi permettre après d'aller toucher d'autres personnes juste en proposant quelque chose de fun qu'on peut personnaliser. Pour moi, en fait, une marque que tu peux t'approprier, comme là, tu peux t'approprier ton sac en choisissant la couleur de ta poche, les motifs, etc., en participant à l'effet de communauté en envoyant ta photo à côté de ton chat. C'est juste brillant parce que ça vient toucher en fait le biais cognitif d'appartenance dont on a tous en tant qu'humains besoin, tous et toutes. Donc c'est juste, ça fonctionne extrêmement bien, et je trouve ça absolument brillant d'avoir intégré ça dès le départ, quoi. Et c'est vrai que du coup, dans leur façon de faire, donc pour moi, quand on parle de branding et de gamification, l'idée, c'est pas forcément de mettre de la gamification partout, mais ce serait par contre de l'avoir tout le temps un peu en tête. C'est-à-dire à chaque fois qu'on met quelque chose en place, d'avoir ce côté, ok, je veux que ma stratégie de marque porte ce côté ludique, que mon branding aussi. Du coup, à quels endroits en fait de mon business je vais pouvoir l'intégrer? Et typiquement, si on prend l'exemple de Cabaya, il y en a un peu partout, mais c'est subtil, c'est des petites touches. Donc déjà, effectivement, t'as la personnalisation du sac qui est quand même trop cool. Mais tu vas aussi avoir, par exemple, quand tu arrives sur leur site, tu as une fenêtre pop-up avec une roue que tu lances pour avoir un code promo. Si tu vas tout en bas de leur page d'accueil, tu as une petite blague à la fin pour te remercier d'être allé tout en bas de la page. C'est des petits détails, mais c'est tous ces petits détails qui font que finalement ça soutient cette stratégie de marque, ce branding. Et après, forcément, ça passe aussi par toute la dimension esthétique. Cabaya, si vous connaissez pas, je vous invite à aller regarder. C'est vraiment hyper intéressant, et en termes de branding et en termes de sac aussi. On a parlé de Cabaya, de Michel et Augustin. On a pensé aussi à
Un troisième exemple qui parlera peut-être un petit peu plus aux Parisiens, mais il y en a aussi dans d'autres villes, donc voilà, et puis ça commence à être assez connu. Si jamais vous connaissez pas, je vous inviterai à aller quand même jeter un œil. C'est le dernier bar avant la fin du monde, qui est un bar à Paris, et qui est un bar qui est très 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 thématisé autour de l'univers geek et des jeux, mais pas que. On a pensé que c'était un très bon exemple. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus? Ouais, complètement. Mais ça fait un petit moment que je connais ce bar et que je l'ai fréquenté et je trouve ça absolument génial pour différentes raisons. Moi, à la base, je faisais partie de l'audience amis d'amis geeks. C'est-à-dire que c'est mon frère qui m'a initié à ce bar-là, mon frère qui baigne dans le milieu entre gros guillemets geek, jeux de société, etc. depuis très longtemps, qui n'était pas mon univers à la base. Et en fait, ce qui est brillant, c'est que ils ont fait, en fait, c'est l'exemple parfait quand on parle d'audience cible et de l'importance de définir une audience cible en stratégie de marque. Et en fait, là où je trouve ça vraiment brillant, c'est que ils ont vraiment ciblé une audience cible très précise. Donc tout est fait pour cette audience cible-là, mais en prenant en compte que c'est un bar, donc c'est un endroit où on va ramener des gens, où d'autres personnes vont pouvoir se greffer en fait sur cette stratégie-là. Et je trouve ça absolument génial en fait d'avoir intégré ça dans le branding en réutilisant même des choses un petit peu plus pop culture et des références beaucoup plus populaires, on va dire, qui vont pouvoir parler à un public plus large. Donc, par exemple, ils avaient fait des trucs où tu peux te prendre en photo avec des costumes de Batman, de Cthulhu, etc. Donc Cthulhu beaucoup plus ciblé quand même, Batman beaucoup plus large, Princesse Leia, etc. Bref, c'est juste brillamment pensé pour ramener beaucoup de monde, et même moi, en n'étant pas nécessairement dans ce milieu-là à l'époque, on parle de 2014-2015, quoi. Ça m'a parlé quand même parce que c'est fun, parce que c'était décalé. Ça parle à notre génération de millennials aussi. Et ça active en fait tous les biais cognitifs de besoin d'appartenance, de besoin de passer un bon moment, etc. avec nos proches. Enfin, je trouve ça juste très brillant, quoi. C'est vrai que le dernier bar avant la fin du monde, moi j'habitais à Paris quand il a ouvert, et je me rappelle que au-delà donc de la thématisation, parce que donc en fait pour les personnes qui connaissent pas, le dernier bar avant la fin du monde, c'est un bar qui a un décor en fait qui est très 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 fort au niveau de la thématique. Par exemple à Paris, le rez-de-chaussée en fait qui est le niveau auquel on rentre a plus une ambiance de Jules Verne, que dedans on retrouve du coup des BD, on retrouve des jeux de rôle, on retrouve des jeux de société. Quand on va à un niveau en dessous, parce que du coup ça descend sous terre, le niveau -1, il est plus science-fiction, néon et compagnie. Et quand on va encore en dessous, on commence par une ambiance qui est plutôt post-apo, pour finir dans une ambiance plutôt à la Seigneur des Anneaux, fantasy, etc. avec la Porte de la Moria. Il y a plein d'easter eggs partout et de clins d'œil partout à la pop culture. Et effectivement, au-delà de juste le jeu, en fait, ils n'ont pas basé leur branding sur le jeu, mais c'est vraiment genre toute la pop culture, tout ce milieu un peu geek, fantasy, vraiment super. Et c'est vrai, quand on rentre là-dedans, on rentre déjà dans une expérience qui est en fait différente de tout ce qu'on fait ailleurs. Et je me rappelle aussi qu'au lancement, et peut-être qu'il continue encore, là je suis plus parce que je vis plus à Paris, mais je sais ils ont fait beaucoup d'événements du style faire des flyers avec des personnes connues du milieu justement un peu pop culture geek. Et du coup, t'avais ces flyers que si t'arrivais à tel ou tel moment de la journée, donc t'avais ce côté un peu collectionnite de choper tous les flyers un peu exclusifs qui seraient genre plus jamais imprimés. Il me semble que tu pouvais aussi voter pour le cocktail, le nouveau cocktail, etc. Enfin, donc bien sûr, tous les cocktails ont des noms geeks. Donc là, on a vraiment, je trouve, un exemple qui est à la fois hyper ciblé au niveau de la thématisation, mais qui tout de suite en fait et régulièrement en fait intègre ce côté ludique, fun, parce que ça va parler à son public cible. Pour moi, c'est vraiment une très bonne stratégie parce que ils cherchent pas forcément à plaire à tout le monde, mais ils vont vraiment essayer de plaire très très fort à un groupe de personnes qui est quand même assez représenté maintenant. Et comme tu dis, toucher aussi finalement tous les proches et se démarquer vraiment là pour le coup, parce que quand tu regardes n'importe quel autre bar qui a plus juste une jolie déco, en fait là c'est carrément, tu proposes une expérience finalement, quoi. Complètement. Et pour moi, c'est un exemple non digital aussi de la citation, genre essayer de plaire à tout le monde, c'est plaire à personne, qui est la base en fait en branding. C'est-à-dire qu'un branding, une stratégie de marque plutôt réussie pour moi, c'est tu choisis ton audience cible et tu fais absolument tout pour elle, et tout autour doit se décliner pour te permettre de réaliser ton objectif qui est elle est connectée avec ton audience cible et qu'elle achète chez toi. Et donc là, on parle souvent d'exemples
parce que bon, on est tous et toutes beaucoup sur Instagram quand même par ici, et on voit beaucoup d'exemples digitaux, et eux, pour moi, c'est vraiment l'exemple non digital presque parfait, où vraiment tout a été créé pour contenter et faire vivre, comme tu dis, une expérience de dingue à cette audience cible, mais aussi, du coup, jouer sur plein d'autres leviers qui vont permettre de ramener du monde et de faire qu'on se sente juste bien et qu'on ait juste aussi du fun de vivre cette expérience-là, même si à la base, on correspond pas de façon à 100% à cette audience cible-là, quoi. Peut-être que du coup, avec cet épisode de podcast, et on le souhaite aussi un petit peu, on va pas se le cacher, qu'on va donner envie à nos auditeuristes de travailler ou de retravailler leur stratégie de marque, et peut-être même d'inclure la gamification et le côté ludique si c'est cohérent avec finalement leur stratégie. Qu'est-ce que toi, tu pourrais conseiller pour les personnes qui auraient envie de travailler ou de retravailler? Qu'est-ce qu'elles peuvent commencer à faire? Sur quoi elles peuvent réfléchir pour démarrer ce travail? Et comment, dans ce process, est-ce qu'elles peuvent commencer à intégrer la réflexion autour de la gamification comme pilier? Clairement, je pense que énormément de gens auraient intérêt à penser à le faire de plus en plus, au fur et à mesure que ça se démocratise et qu'on entend parler de gamification, notamment grâce à des personnes comme toi. Je pense qu'il y a tout intérêt en fait à comprendre et à réfléchir à comment est-ce qu'on peut exploiter ce truc très cool, quoi. Et la première chose que je dirais, moi, c'est en fait de revenir, c'est un petit peu mon credo dans la vie, dans ma vie professionnelle en tout cas, mais de revenir à la stratégie, c'est-à-dire réfléchir à quelles sont tes valeurs. Est-ce que toi-même t'es attiré par le jeu, par le ludique? Si t'es quelqu'un qui joue par exemple aux jeux vidéo, etc., tout ça, ça peut être en fait des valeurs sur lesquelles tu vas communiquer, que tu vas pouvoir transmettre à ton audience. Et je pense que de se dire, ok, quelles sont mes valeurs, quel est mon objectif avec mon entreprise, et est-ce que d'ajouter telle ou telle chose relative à la gamification va pouvoir m'aider à connecter avec mon audience? Après, je pense que la deuxième chose que je conseillerais, ce serait justement de sortir de soi et d'aller étudier l'audience cible, d'intégrer, pourquoi pas en fait, des questions sur la gamification et le ludique dans des interviews de clientèle cible, pour essayer de voir un petit peu, de sonder, ok, qu'est-ce qui plaît, quelles références ont les gens qui font partie de l'audience que je cible, qu'est-ce qui va pouvoir leur plaire, etc. Et tout ça, ça peut être réutilisé en fait dans la construction persona. Donc pour sortir du jargon, le persona, c'est vraiment le personnage fictif qui correspond le plus à notre audience cible et qui est après la personne à laquelle on s'adresse dans notre communication, dans le branding, etc. Je pense qu'après, ça peut être aussi simplement réfléchir à créer des expériences de manière ludique pour notre audience et notre clientèle, lui permettre d'interagir avec nous, avec l'entreprise, mais aussi avec les autres personnes qui composent notre communauté finalement. Donc ça implique en fait d'intégrer un peu cette dimension dans toute la réflexion stratégique en se demandant à chaque fois est-ce que c'est pertinent, à quoi ça va servir, qu'est-ce que ça va apporter. Parfois ça peut simplement permettre d'expliquer des concepts pas trop fun, comme dans mon cas l'audience cible, créer, définir son audience cible, c'est hyper nébuleux, c'est toujours un point hyper compliqué. Et même quand on le fait, souvent quand on regarde un peu le contenu disponible, ça va être des PDF, des sempiternels e-books que les gens partagent. Au final, tu lis les 10 pages et t'as toujours pas compris comment faire. Donc il y a vraiment moyen de réintégrer de la gamification dans les processus aussi. Voilà, vraiment, je pense que ça peut servir à énormément de choses. Et puis je pense qu'à fortiori, il y a aussi toute la partie personnalité de la marque qu'on peut réfléchir à travers le prisme de la gamification, notamment avec le naming, donc qui consiste à choisir le nom de son entreprise. Et du coup, je pense à la banque Gringot, qui a explosé très récemment et c'est devenu un peu viral, qui reprend clairement, pour les rares personnes peut-être ici qui n'auraient pas la ref, c'est ok si vous n'avez pas la référence, mais du coup c'est Gringot qui revient de la banque Gringot, qui est la banque dans Harry Potter. Donc c'est vraiment aller jouer sur une référence très précise et fun, pour attirer un public cible clairement de millennials et de génération Z, entre 20 et 40 ans maximum pour cette banque-là de personnes. C'est créer un lien tout de suite, même juste avec le nom. Donc il y a vraiment moyen de réfléchir toute la stratégie de marque à travers le prisme de gamification, de se demander simplement, par exemple, le ton de voix. Tout ça, c'est des petits détails. Le ton de voix, les mots qu'on va utiliser, il y a plein de façons en fait de faire des jeux de mots. Même juste ça, en fait, ça participe de la gamification. Comme tu disais tout à l'heure, en fait, c'est développer une stratégie à travers un prisme de gamification et ensuite instaurer tout un univers visuel qui va permettre en fait de mettre ça en pratique et de traduire un peu tout ça dans la communication. Donc c'est vraiment les deux, pour moi, s'intègrent complètement. Je pense que, in fine, c'est un des moyens, si c'est pertinent, bien sûr, avec ta marque et ton entreprise, c'est un des moyens les plus chouettes de se démarquer, en fait, finalement.
parce que c'est fun, parce qu'on aime tous rire, on aime tous s'amuser, on aime tous apprendre dans le fun. Et en fait, ça permet de créer du lien beaucoup plus facilement. Et au final, je pense que c'est pour moi ce qui fait le succès d'une marque vraiment sur le long terme, c'est d'avoir une communauté engagée qui interagit avec le contenu, avec la marque, avec les produits, mais aussi entre elles. C'est le sentiment d'appartenance. C'est pour ça que, par exemple, tu vois, l'éternel combat Apple PC, mais ça joue sur ça. Bon, là, on s'éloigne un chouïa pendant quelques secondes de la gamification, mais c'est juste, ça active le biais de cohérence. C'est-à-dire, une fois que tu as choisi ton camp et que t'interagis avec les personnes dans ton camp, peu importe si PC va faire un truc beaucoup plus qualitatif que Apple, tu vas quand même choisir Apple parce que c'est ton clan, quoi. Donc je pense que la gamification peut vraiment aider à créer un lien très très fort entre l'audience et la marque et entre les personnes à l'intérieur d'une même audience, quoi. Donc sur le long terme, c'est tout bénef. Super, merci pour ces conseils. Du coup, si je dois résumer un petit peu pour les personnes qui souhaiteraient travailler ou retravailler leur stratégie de marque en lien avec la gamification, il y aurait plus ou moins 4 éléments que tu proposes là aujourd'hui. Le premier, ce serait de réfléchir à tes valeurs. Donc, est-ce que toi-même t'es attiré par le ludique ? Est-ce que t'es sensible aux jeux vidéo ou autre chose de cet ordre-là ? Ensuite, ce serait d'aller se pencher du côté de l'audience cible. Est-ce que ton audience cible, par rapport à ta marque et ta proposition, elle est réceptive ou pas à cette dimension ludique ? Est-ce que c'est cohérent ? Il y aurait aussi le fait de se pencher sur créer des expériences et des manières ludiques d'interagir pour l'audience et la clientèle avec la marque et avec les offres et avec le contenu. Et aussi l'aspect naming, ton de voix, finalement, comment est-ce que je vais traduire par la façon de m'exprimer, d'écrire, en lien justement avec ce côté ludique. Donc ce serait ces 4 points-là que tu inviterais les gens à explorer ? Ouais, complètement. Je pense que ça participe en fait de la base de la réflexion. Après, on itère, ça peut passer par plein de choses, mais si déjà on réfléchit à ces 4 points-là, je pense que ça peut permettre d'éveiller un petit peu les possibilités, d'ouvrir le champ des possibles. Moi, je sais pas, c'est ce que je commence à faire, notamment depuis qu'on se connaît et qu'on parle de gamification et de branding et tout. Et c'est énormément de choses en fait dont j'avais pas conscience avant. Donc je me dis oui, genre il y a moyen de faire ça, il y a moyen de faire ça, il y a moyen de rendre telle ou telle chose beaucoup plus fun. Enfin moi je vise à enseigner après aux graphistes et designers le plus possible la stratégie de marque, à comment l'intégrer dans tes offres et tout. Et il y a plein de choses qui sont un peu rébarbatives à faire, plein de choses assez nébuleuses, et il y a vraiment moyen d'avoir beaucoup plus de fun en prenant le temps d'y réfléchir, quoi. Mais c'est pour ça que je trouve ça hyper cool que la gamification prenne plus d'ampleur grâce à des gens comme toi par exemple, et qui montrent en fait simplement que c'est pas si compliqué, qu'il y a vraiment moyen, que pas comme tu dis dans un de tes posts, que n'importe qui peut gamifier comme n'importe qui peut cuisiner comme dans Ratatouille. Et c'est pas si compliqué au final quand on prend le temps de réfléchir, juste de comprendre, genre ok, je peux réfléchir à comment mon audience qu'est-ce qu'elle va aimer, qu'est-ce que moi j'aimerais transmettre. Et puis finalement, je pense que les réponses viennent toutes seules à partir du moment où on s'autorise à faire de la gamification. Oui, c'est ça, et de pas rester coincé sur ce terme un peu technique, scientifico, machin. Finalement, faire quelque chose de fun, en fait, c'est ça, la gamification. C'est faire quelque chose de fun et d'interactif et tout. Donc, une grande invitation à tous les auditoristes qui nous écoutent à se détacher de la pression que peut porter ce terme un peu technique. Merci Amélie. Avant de se quitter, je te propose qu'on parle un petit peu du cadeau qu'on a préparé pour les gens. Donc toi qui nous écoutes, si tu as envie de travailler ou de retravailler ta stratégie de marque et ton branding, et que tu penses que peut-être la gamification peut être une option pour toi, ou si tu te poses la question, on a créé un workshop sur Notion avec des exercices qui te permettent de définir si oui ou non la gamification c'est pertinent pour toi par rapport à la stratégie de marque que tu veux bâtir, et des exercices qui te permettent de commencer à retravailler ou à travailler ta stratégie de marque en lien justement avec la gamification. Pour récupérer ce joli cadeau, comme on parle de gamification, on va faire un petit jeu. Pour trouver ce cadeau, tu vas devoir cliquer sur le lien qui est dans la description de cet épisode. Une fois que tu as cliqué sur ce lien, tu atterris sur une page web qui est protégée par un mot de passe. Le cadeau se trouve de l'autre côté de ce mot de passe. La deuxième partie de ce mot de passe est dans cet épisode, je vais te le donner dans quelques secondes, et tu trouveras la première partie de ce mot de passe dans l'épisode d'Amélie, du podcast Libère ton Moxie, qui s'intitule « La joie comme acte de résistance ». Voilà, donc je te mets aussi le lien vers cet épisode de podcast-là, comme ça tu n'as plus qu'à cliquer et écouter. C'est un épisode dans lequel Amélie m'interviewe à son tour sur comment j'ai fait de la joie
un acte de résistance. Donc j'espère que le sujet t'intéressera. En tout cas, tu trouveras la première partie du mot de passe là-bas. Et ensuite, il te suffira de cliquer sur le lien et de remplir l'intégralité du mot de passe dans la petite barre pour télécharger le cadeau. La deuxième partie du mot de passe, c'est du kiff. D-U-K-I-F-F. Je répète, du kiff. D-U-K-I-F-F. Surtout, si tu le fais, et je t'invite à le faire, n'hésite pas à nous écrire à l'une ou à l'autre pour nous poser des questions sur ce workshop, sur cette trame d'exercice. On se fera un plaisir de te répondre et de t'aiguiller si jamais ça coince dans tes exercices. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup Amélie d'être venue dans Et si on en jouait ? Mais merci à toi, c'était hyper chouette de parler de ça et j'espère que ça va ouvrir le champ des possibles pour plein d'autres personnes aussi. Carrément, ça fait un moment qu'on voulait faire cet épisode, on l'a fait. Check de loin. Yes, on l'a fait. Check. Très bientôt, on pourra parler de nouvelles aventures gamifiées en lien avec le branding et tout. Yes, plus de fun. Salut Amélie. Salut. J'espère surtout que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas et que tu veux soutenir le podcast, tu peux t'abonner et lui attribuer le meilleur score sur ta plateforme d'écoute. Ça lui permettra d'aller à la rencontre de nouvelles oreilles et ça me fera très chaud au cœur. Comme j'ai envie que ce podcast soit interactif et participatif, de temps en temps, je ferai un épisode à partir d'un sujet proposé par un auditeur ou une auditrice et aussi des épisodes FAQ. Tu peux donc me soumettre une question ou un sujet en lien avec la création ou l'édition de jeux, la gamification, les serious games, le ludique en général, le mindset ou l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, tu peux m'écrire sur contact@doriaroustan.fr ou remplir le formulaire de la boîte à sujet. Tu peux également me suivre et ou me faire coucou sur les différents réseaux sociaux, l'Enjoué sur LinkedIn et @doria.enjoué sur Insta et Facebook. Je mets bien sûr tous les liens dans la description de cet épisode. Je te dis donc à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures ludiques. Et d'ici là, n'oublie pas que le plaisir est au cœur de la motivation. Allez, bisous!